Shalom, y a-t-il un regain d'antisémitisme, voire d'antisionisme en France? Pourquoi les critiques à l'encontre de la politique du gouvernement israélien donnent-elles naissance à tant de polémiques? Qu'en est-il dans les autres pays? Émission spéciale Israël face aux critiques, un sujet délicat que nous allons essayer d'aborder avec la plus grande mesure. Nous reviendrons notamment sur la campagne BDS pour boycott des investissements sanctions, une campagne lancée dès 2005 à travers le monde et qui prend différentes formes suivant les pays. Pour certains, elle ne vise que les produits issus des colonies israéliennes. Pour d'autres, il s'agit carrément de boycotter des intellectuels, voire des universitaires de l'État hébreu, un mouvement que la France, par décret, a assimilé à de la discrimination. Vous entendrez sur ce sujet le diplomate Stéphane Hessel et le philosophe Alain Finkielkraut. Mais je vous propose de commencer par notre zapping, des écrans d'ailleurs consacrés à la façon dont les télévisions du monde abordent le conflit israélo-palestinien et la politique israélienne. Paul Bouffard. Aux États-Unis, la chaîne conservatrice Fox News braque ses caméras sur la colonisation en Cisjordanie par l'État d'Israël. Dans son reportage, le journaliste affirme que chaque nouvelle construction éloigne la paix du Proche-Orient. For the settlers who live in these buildings, this is a huge success. But for Prime Minister Netanyahu, it creates some problems. It empowers members of his hardline coalition, making further concessions towards peace even more difficult. And every housing unit built in settlement lands is one more obstacle on the very long road to peace. La paix au Proche-Orient, mais à quel prix? Selon la chaîne de télévision Russia Today, l'État hébreu a conclu l'achat de 20 avions de chasse avec les États-Unis. Certains y voient des incitations matérielles pour prolonger le gel de la colonisation et reprendre les discussions de paix. Washington's put 20 stealth fighter jets worth $3 billion on the table and a pledge to fight any international resolutions against Israel. In exchange, it wants Israel to halt construction in the West Bank for 3 months, with a US promise not to ask it to prolong it any further. Palestinians are criticizing the plan, saying their proposed freeze will not apply to East Jerusalem. Une paix juste et durable au Proche-Orient, c'est l'objectif du Brésil et maintenant de l'Argentine. Ces pays reconnaissent l'État palestinien comme État libre dans ses frontières de 1967. Du coup, Israël a jugé cette position décevante. Israel considera lamentable la decisión de Argentina de reconocer a Palestina como un Estado libre e independiente. Desde Argentina, el ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman, declaró que Palestina tiene derecho a ser un Estado independiente. La Argentina tradicionalmente ha sostenido el derecho del pueblo palestino a constituir un Estado independiente, así como el derecho del Estado de Israel a vivir en paz junto a sus vecinos. Voilà, alors avant de voir comment le débat sur la politique du gouvernement israélien se déroule en France, on va voir comment ça se passe ailleurs avec vous, Mireille et Anthony. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors on va parler avec vous, Mireille, de la diplomatie des États. Et par exemple, le Brésil, l'Argentine et le Paraguay bientôt reconnaissent la Palestine dans ses frontières de 1967. C'est un discours un peu engagé. Est-ce qu'on peut parler d'une émergence d'une diplomatie des pays du Sud vis-à-vis d'Israël? Oui, tout à fait. D'ailleurs, l'Équateur, le Pérou et le Paraguay, donc vont reconnaître en 2011. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même 100 pays qui ont reconnu l'État palestinien dans ses frontières de 1967, dont on ne parle jamais d'ailleurs. C'est parmi ces États, il y a la Chine. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, il y a un discours des pays émergents concernant les grands dossiers internationaux. Cela apparaît notamment lors des débats au G20. Avec le Brésil et sa politique iranienne, par exemple, aussi. Exactement. Et puis, il y a quand même, quand on parle du discours des États à l'égard d'Israël, concernant Israël, il y a 3 sortes de pays. Il y a, donc aujourd'hui on parle des pays émergents, mais il y a les pays où on ne critique pas Israël, les États ne critiquent pas Israël, le gouvernement ne critique pas Israël, c'est essentiellement les États-Unis. Les pays qui sont les radicaux, mais ultra-radicaux, comme l'Iran, où on est prêt à rayer Israël de la carte, d'autres radicaux comme la Libye. Ensuite, les pays où on essaye de stimuler un processus de paix et où on critique Israël, on ne laisse rien passer, c'est l'Union européenne essentiellement. Et puis il y a les séquelles, on peut dire, de la guerre froide, où, par exemple, la Russie a toujours soutenu l'État palestinien et les États en avoisinant, c'est-à-dire du style Syrie, Égypte,
et continue à mener une politique, une diplomatie dans ce sens-là. Il y a aussi les Nations Unies. Alors les Nations Unies ont un discours qui est extrêmement équilibré, parce qu'il y a 192 États, il y a une centaine qui ont reconnu Israël, et les États-Unis passent leur temps à convoquer des... Les Nations Unies. Oui, à demander des enquêtes, notamment. Oui. Donc là, on critique. Et à passer des résolutions. À mettre des résolutions. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y aura rien sur le terrain qui se passera avec les Nations Unies sans le soutien des États-Unis, de Washington. Alors comment ça se passe dans l'opinion, le débat public, dans la presse? Est-ce que là, c'est un petit peu différent? Alors là, j'ai un petit peu regardé ce qui se passait en Europe, parce qu'au fond, vous avez raison, Mireille, il faut regarder un peu autour de nous, dans notre étranger proche. Et en Europe, qui est quand même, au fond, la partie étrangère la plus proche d'Israël, celle qui a le plus de liens, y compris économiques, eh bien, il y a, on va dire, 3 types de pays. Les pays qui n'ont pas de communauté juive, où donc le débat, a priori, est plus libre, tout simplement parce qu'il n'y a pas de contre-pouvoir pour contrebalancer, si vous voulez, des opinions radicales vis-à-vis d'Israël. Je pense à la Grèce, notamment, hein, qui a eu, il y a longtemps, une communauté juive, notamment à Thessalonique, qui a disparu dans la Shoah, mais qui n'a jamais eu, historiquement, une communauté juive suffisamment importante pour contrebalancer, on va dire, une opinion publique très radicale. Il y a des pays donc, aussi... une critique virulente dans l'opinion publique. Une critique virulente, oui, très virulente, hein, qu'on peut même quelquefois appeler de l'antisémitisme dans l'opinion publique grecque, en tout cas, contre Israël. Et puis il y a des pays qui n'ont pas participé à la Seconde Guerre mondiale aussi, ou tout simplement à la formation de l'État d'Israël, qui n'ont pas non plus de communauté juive. Je pense à l'Espagne, je pense au Portugal, où là aussi le débat est plus libre, notamment à gauche, et où on en parle et on critique ouvertement Israël, même si le débat est plus contrebalancé. C'est-à-dire qu'il y a aussi des journaux pour soutenir. Et puis il y a enfin les pays de l'Est, ça c'est intéressant, parce que les pays de l'Est qui ont soit participé à la Seconde Guerre mondiale, soit un rapport avec la Shoah, soit même une communauté encore aujourd'hui juive importante, je pense à la Hongrie, je pense à la Roumanie, je pense à d'autres pays, ou une histoire avec la communauté juive, n'ont malheureusement pas connu pendant 40 ans ce qui a fait notre caractéristique, c'est-à-dire que nous avons bâti l'Europe d'une certaine manière sur la culpabilité de la Seconde Guerre mondiale. C'est pas leur cas, et donc ils ont souvent des opinions très tranchées sur Israël, un peu comme s'ils avaient passé 40 ans d'histoire qui est un peu la nôtre. Merci beaucoup. Alors, parmi les derniers exemples de polémique mondiale, il y a cette initiative BDS pour boycott des investissements sanctions. L'idée lancée par ces initiateurs, c'est de boycotter tous les produits en provenance d'Israël, en provenance des colonies israéliennes. C'est une campagne qui est soutenue par de nombreux intellectuels, y compris juifs et israéliens, mais qui, selon ses détracteurs, s'apparente à de la discrimination, voire à de l'antisémitisme. Version confirmée d'ailleurs par le gouvernement français qui, dans un décret, parle, lui, de discrimination raciale. Plusieurs procès d'ailleurs sont en cours. On va écouter un défenseur et un détracteur de cette campagne BDS, Stéphane Hessel, diplomate de 93 ans, co-rédacteur de la Déclaration universelle des droits de l'homme, déporté pour son action de résistance. Lui, il a apporté son soutien au boycott. Il a été très critiqué pour ça. Pour lui donner la réponse, nous avons interrogé Alain Finkielkraut, philosophe, qui lui dénonce fermement cette campagne BDS. Je précise que nous les avons tous les deux interrogés séparément et nous les avons fait se répondre ensuite. Je pense que nous devons utiliser toutes les stratégies possibles pour que le droit triomphe. Actuellement, le droit est bafoué. Ça a été le cas en Afrique du Sud du temps de l'apartheid. À l'époque, le boycott, la lutte commerciale contre l'apartheid a été soutenue par un tribunal populaire, le tribunal Russell, pour l'Afrique du Sud. Il a obtenu quelques résultats. Est-ce ce tribunal qui a été efficace? Est-ce d'une façon générale la mobilisation de l'opinion publique? En tout cas, l'apartheid a vu sa fin et c'est un des triomphes de ma génération. Nous avons donc un espoir semblable. Nous pensons qu'un tribunal Russell pour la Palestine pourrait mobiliser l'opinion publique et peut-être avoir une influence sur les gouvernements eux-mêmes qui jusqu'ici ont fait preuve de la plus grande timidité et je dirais de la plus grande lâcheté. Je trouve que cette initiative est absolument scandaleuse. Nombre de pays aujourd'hui violent les droits de l'homme et voilà que le seul pays mis au pilori, c'est Israël. Comme s'il était vraiment l'État le plus maléfique de la terre et comme s'il était même la cause de tous les maux. Cette attitude est politiquement irresponsable et en plus
elle reporte sur Israël les préjugés dont les Juifs étaient victimes au moment de l'antisémitisme triomphant. Ce n'est pas une attitude critique, c'est une attitude haineuse. Et c'est une façon de punir les Israéliens sans distinction pour une politique que l'on juge criminelle. C'est complètement faux, ça ne tient pas la route, on ne fait aucune propagande de discrimination, on fait une propagande pour le droit, tout le droit et rien que le droit. Les colonies étant illégales, ces produits ne devraient pas être commercialisés impunément. Oui, mais comment faire la différence entre les produits qui proviennent des colonies et les produits israéliens, tout simplement? Cette différence est facile à faire, il n'y a qu'à demander enfin, en tout cas, c'est de cela qu'il s'agit. Si vous voulez, portons notre attention sur ce qui se produit à l'encontre des droits des Palestiniens. La critique du gouvernement israélien est tout à fait légitime. Je pense que même des pressions sur Israël pour le gel de la colonisation sont nécessaires, mais là nous ne sommes pas dans le registre de la critique, nous sommes dans le registre de la vindicte. Aujourd'hui, un arc islamo-progressiste se dessine et autour d'Israël se noue un antisémitisme planétaire. J'ai la chance d'avoir derrière moi une très longue vie. J'ai maintenant 93 ans. Quand j'en avais 30, je m'occupais de la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme au sein des Nations Unies. J'ai une ascendance moitié juive, moitié protestante. Je me sens donc tout à fait solidaire avec toutes les horreurs dont les Juifs ont été les victimes. J'ai accueilli avec grand soulagement la création de l'État d'Israël. J'ai des amis israéliens qui partagent mon sentiment que la politique du gouvernement israélien est sur une très mauvaise voie. Je ne taxerai pas Stéphane Hessel d'antisémitisme. Je regrette simplement qu'il n'invoque son identité juive que lorsqu'il s'agit de délégitimer Israël. C'est dommage. Je regrette aussi que cet homme dont on dit qu'il a participé à la Déclaration universelle des droits de l'homme ne s'émeuve jamais que des violations des droits de l'homme commises par Israël. Son attitude, si vous voulez, est partiale et unilatérale. Il n'y a aucune délégitimation de l'État d'Israël. Ce que nous combattons, ce n'est pas Israël, ce n'est pas le commerce entre Israël et le reste du monde, qui est un commerce qui peut se poursuivre, c'est la délégitimité, l'illégalité du produit qui provient des colonies illégales en Palestine. Il est normal que n'importe quel citoyen puisse manifester le sentiment qu'il a qu'il faut que ce boycott, ces désinvestissements soient la réponse aux violations insupportables dont les Palestiniens sont les victimes. J'ai assisté à la grande manifestation qui a lieu à Paris après l'épisode de la flottille. Et quels étaient les slogans? Israël, casse-toi, la Palestine n'est pas à toi. La Palestine vivra, Israël s'en ira. Nous ne sommes pas dans le cadre d'une remise en cause d'une politique. Il s'agit d'en finir avec Israël même. Et une telle campagne doit être dénoncée, non pas pour préserver Israël de la critique, mais pour laisser se déployer la critique rationnelle d'un État légitime. Voilà.